Béziers, bienvenue sur le blog de Béziers.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Eric Clémenceau de Joost. Eric, aujourd'hui on est au ATEC à Paris. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être présent? Parce qu'on est le mariage du meilleur de l'internet, de la télévision et de la publicité. Donc ATEC, c'est exactement ça, c'est la technologie et la publicité avec énormément de gens excessivement connus et pointus dans ces domaines. Donc il est très important pour nous d'être ici et puis on commence à sortir un peu de la maison alors que jusque maintenant on était un peu en sous-marin, on voulait un peu se cacher et comme les lancements vont arriver dans très très peu de temps, il est important que nous soyons là, présents dans les grandes fers, les grandes foires. Est-ce que c'est également une opportunité pour vous de signer des contrats, des partenariats, de faire des choses comme ça? Contrat, partenariat, peut-être pas, de mieux expliquer ce que l'on est et rencontrer des gens avec lesquels on peut travailler, sûrement. On a entendu pendant cette conférence quelques questions, certaines demandant si Joost c'était la mort du câble par exemple. Vous avez envie de venir avec quelle démarche en disant pas de souci, on est là pour tuer personne, on rajoute un nouveau média. C'est quoi vraiment la démarche de Joost par rapport à cette concurrence? La démarche, c'est on ne pense pas au câble, on ne pense pas à l'hertzien, au numérique hertzien, au satellite, on pense à l'utilisateur final. Ça a toujours été la démarche, que ce soit du Casa, du Skype ou du Joost, c'est l'utilisateur final. Le reste, on fera avec, mais ce qui est important, c'est que l'expérience soit la plus gratifiante, la plus intéressante pour les personnes qui vont aller sur une plateforme comme Joost, voir le contenu qu'ils veulent voir quand ils veulent, pouvoir interagir avec ce contenu ou les publicités autour de ce contenu d'une façon intelligente. Pour nous, c'est le plus important. Alors maintenant, par rapport au câble ou à d'autres, d'une manière ou d'une autre, ça se passera dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans au maximum, mais ce type d'application est le futur de la télévision. La télévision ne peut pas rester statique dans un rectangle sans pouvoir intervenir d'une manière ou d'une autre avec. Ils vont devoir absolument se réinventer et que ce soit sur du câble, du hertzien, numérique hertzien, où on voudra, il faudra à un moment donné faire ce que Joost propose aujourd'hui. Donc on est avec tout le monde ou concurrent tout le monde en même temps. Vous êtes précurseur de ce type de communication. Vous vous attendez à voir apparaître des concurrents naturels dans quelques temps ou... Des concurrents naturels, il y en aura beaucoup. On a un peu d'avance grâce à toute la technologie peer-to-peer qui a été développée depuis 10 ans par nos fondateurs. Donc ça nous met peut-être 1 an et demi, 2 ans d'avance, ce qui est beaucoup dans notre univers, sur tous les autres. Donc c'est à nous de capitaliser sur cette avance pour développer au maximum nos accords et avoir le plus grand nombre d'utilisateurs possible. Alors tout à l'heure, à la conférence, vous avez également dit que le contenu serait limité au niveau géographique, c'est-à-dire que la France aura du contenu pour ce pays et pour d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'avantage de sites comme YouTube, Dailymotion ou autres, c'était de justement pouvoir avoir du contenu étranger. Est-ce qu'il y a une alternative à cette contrainte géographique qu'on retrouve un petit peu partout, ou est-ce que vraiment on doit être cantonné à ce type de contenu-là? Alors ça dépend des droits. Lorsqu'on signe par exemple avec Viacom Paramount, on signe sur un très très grand nombre de contenus, dont certains contenus peuvent être diffusés mondialement. Donc c'est du contenu que vous allez pouvoir voir partout, que vous soyez à Paris, Pékin, New York ou Londres, ou alors partout sauf dans un pays. Donc ce type de contenu pour nous c'est fantastique parce qu'en effet on peut le passer partout et dans différentes langues. Donc vous voudrez voir telle chaîne en français, vous pourrez la voir en français, mais vous pourrez aussi la voir en anglais. Donc ça c'est passionnant, c'est intéressant. Pour le reste, bien évidemment, les droits sont achetés, payés par les propriétaires de contenu et par les chaînes d'une manière locale. Donc à moins de ne pas avoir les droits et de pirater, ce qui ne sera pas du tout le cas de Joost. Vous n'avez pas peur de ça? Personne ne peut nous pirater d'une manière ou d'une autre parce que personne à un moment donné d'une façon physique le programme sur son ordinateur. La personne n'a que quelques secondes de ce programme qui rentre et qui sort. C'est du peer-to-peer. Donc il a les 8 premières secondes et ensuite ces 8 premières secondes partent ailleurs. Il ne les a plus. Donc vous n'avez jamais à un moment donné l'ensemble d'un programme sur votre disque dur. Donc c'est pas piratable. Eric Clémenceau, pour les gens qui ne vous connaissent pas très bien encore aujourd'hui, est-ce que si vous aviez un petit bout de CV à me donner tout de suite, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il y aurait à retenir de vous? J'ai suivi l'évolution des médias en réalité. J'étais il y a très très longtemps. On ne parlait pas d'internet, on parlait à peine de fax. J'étais dans la presse, presse pan-européenne plus particulièrement. Et puis ensuite, j'ai vu arriver les chaînes du câble et du satellite, et plus particulièrement un fou furieux qui s'appelle Ted Turner, et qui avait cette idée complètement dingue de faire une chaîne d'information 24 heures sur 24, et en plus mondiale.
Donc je les ai rejoints et donc c'était pour moi une avancée technologique et un positionnement vraiment passionnant de travailler avec ce type de personnes. Et donc j'ai développé énormément de choses au sein de Turner, y compris donc CNN en Europe particulièrement, et puis d'autres chaînes comme Cartoon Network, Boomerang, Turner Classic Movies dans pas mal de pays européens. Donc ça c'était passionnant et donc ensuite il fallait autre chose. Alors après j'ai rejoint une société qui s'appelle Massive, qui a été rachetée par MSN depuis, qui était très très intéressante au niveau publicitaire parce que vous pouvez faire de la publicité contextuelle en direct dans les jeux vidéo. Un truc génial. Très très intéressant. Et donc là, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître un petit peu les gens de votre monde, si je puis dire, parce que le côté techno est très très important. Et c'est de cette manière-là que j'ai connu l'entourage des fous de The Venice Project à l'époque, qui s'appelle Juste maintenant, et que très très vite, pour moi, il n'y avait même pas de question. Il fallait rejoindre ces gens-là parce que c'était la quintessence un petit peu de tout ce que j'avais fait avant. Donc, en point de mire, l'utilisateur final, c'est ce qui est le plus important, mais de la télévision, mais de l'internet et en plus avec de la publicité, un rêve. Comment vous avez fait pour les rencontrer? Comment ça s'est passé? C'était plutôt quelque chose de naturel ou laborieux? Écoutez, ils recherchaient aux États-Unis et aussi en Europe des gens qui étaient capables de comprendre à peu près ce qu'ils faisaient, je dis à peu près ce qu'ils faisaient, et en même temps qui connaissaient suffisamment les marchés européens ou américains pays par pays. Et donc, ayant une expérience de nombreuses années avec CNN entre autres, je leur apportais cela. C'est de cette manière qu'on s'est rencontrés. Aujourd'hui, c'est quoi votre plus grand challenge, votre plus gros défi à venir? Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur dans l'avenir de Juste? Arriver à dormir un peu la nuit, ça reste un des challenges les plus importants. Je crois que notre plus gros challenge, c'est de se rendre compte de la véritable potentialité extraordinaire de ce qu'on en a entre les mains et arriver à le partager. Parce que ça va bien au-delà justement de la question est-ce qu'on est concurrent du câble, est-ce qu'on est concurrent des télévisions. C'est vraiment une véritable révolution, comme on est passé du noir et blanc à la couleur, de la couleur au multichaîne, etc. C'est extraordinaire. Et je crois que ça va même largement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et c'est donc d'avoir l'esprit suffisamment ouvert et suffisamment réactif pour accompagner cet animal qu'on est en train de créer, de manière à lui donner sa potentialité la plus complète et surtout pas s'endormir sur nos lauriers, quel qu'il soit, on n'en a pas encore, mais dès qu'on en aura, parce que tout est inventé. Et c'est justement de garder ce côté très très innovant, très très innovatif, et puis de laisser travailler les ingénieurs qui bossent aussi 24 heures sur 24 pour le lancement. Ouais. Dernière question, aujourd'hui, il faut le dire, les early adopters, tout le monde sur Internet, tous ceux qui gravitent autour de Venice Project depuis qu'on entend parler, vont certainement adopter ce magnifique logiciel. Maintenant, la question c'est comment est-ce que vous allez faire pour parler à tous les autres, tous ceux qui sont dehors, dans la rue, et tous ceux qui utilisent Internet d'une manière assez normale, basique. Comment vous allez faire pour les joindre, ces gens-là, et leur dire que vous existez? Écoutez, quand on voit finalement en peu de temps la réussite de sites comme YouTube, MySpace, Dailymotion en France, il ne faut pas dire qu'ils ont matraqué de publicité. Ce qui est fabuleux avec ce média, c'est que vraiment le pouvoir de regarder ce qu'on veut, d'utiliser ce qu'on veut, mais en même temps de partager ce que l'on regarde avec le plus grand nombre, ce pouvoir est vraiment dans la main des internautes. Et donc, on peut faire toutes les campagnes de publicité que l'on veut, il y aura des campagnes de publicité, on fera des choses bien évidemment, mais rien ne remplace ce bouche à oreille virtuel à travers la toile. Dernière chose, est-ce que un jour, si Juste arrive à accomplir sa mission, qu'il est très populaire, que tout se passe bien, est-ce que quelqu'un pourra le racheter? Est-ce que c'est ça ou est-ce que vous allez garder ce bébé? Écoutez, d'après ce que j'ai compris, je ne peux pas rentrer trop évidemment évidemment, c'est trop tôt pour en parler, mais c'est quelque chose que nos fondateurs ont toujours voulu faire avant même Casa. Ils pensaient à faire ça. Et pour eux, ce qu'ils veulent faire, c'est montrer vraiment une très très grosse boîte. J'ai eu une question d'un des plus gros poids lourds publicitaires au monde la semaine dernière, qui m'a regardé d'un air un peu dubitatif et en me demandant mais vous voyez ça important, à quel point gros comment? J'ai dit mais ça peut être l'entreprise média la plus grosse du monde dans quelques années. Et il s'est tourné vers moi en me disant oui, vous avez raison. Et donc lorsqu'on a cette capacité, cette potentialité, c'est quelque chose qu'on veut faire fructifier. Merci beaucoup, Eric Clémenceau. Merci encore pour ce petit moment. Et on va suivre avec beaucoup d'attention la progression de Juste. Juste et bien. Merci, au revoir. Voilà.